Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les mobilités étudiantes européennes, dans le contexte international. European Student Mobility in International, contexte. Introduction, Jacqueline Bergeron et Gilles Rouet. La mobilité internationale est généralement considérée comme profitable à tous. Partir, c'est développer son autonomie, quitter ce qui est connu pour aller vers l'étrangeté dans un parcours initiatique. Cette idée conjugue le sentiment de la crainte du départ et la jubilation de la découverte. L'instauration progressive du processus de Bologne dans la constitution de l'Europe avec une architecture en 3 cycles d'études, le LMD, licence master doctorat, gagne désormais et progressivement d'autres continents. Le tassement du nombre d'étudiants en Europe, lié en particulier à la conjoncture démographique et en parallèle, l'augmentation du nombre d'étudiants en Asie ou en Afrique, engendre un phénomène mondial de mobilité. Ce phénomène est renforcé par le programme de mobilité Erasmus qui repose sur une architecture commune des diplômes rendant de plus en plus lisibles les titres et leur reconnaissance sur des espaces de plus en plus vastes. À cela s'ajoute une évolution des sensibilités, et non seulement une plus grande prise en compte des différences culturelles, mais également une acceptation voire une revendication des connexions entre les cultures. De plus, les comportements comme les usages évoluent et un multilinguisme d'intercompréhension se développe. Il semble bien que la fluidité linguistique dans une langue étrangère se développe chez les étudiants qui ont plus de chances de parler, au moins, une langue étrangère après un parcours de mobilité. D'ailleurs, la découverte d'une autre langue, comme d'autres cultures, reste une motivation importante pour les candidats aux mobilités. Nés au cœur de l'Europe, les centres de gravité de la mobilité évoluent, les mouvements s'intensifient à l'échelle mondiale, la mobilité semble de plus en plus s'inscrire dans une sorte de paradigme commun à différentes facettes des champs de la formation, de l'orientation, de l'employabilité. Dans ce contexte, la mobilité institutionnelle se développe progressivement. Les projections des universités vers d'autres pays s'intensifient, les formations délocalisées ou en partenariat sont de plus en plus nombreuses et facilitent la mise en place de mobilité pour les étudiants au-delà de l'espace européen. La mobilité est au centre de la construction européenne. Le traité de Rome, dès 1957, érige la mobilité du travail en élément constitutif du marché commun. Au nom de la nécessaire reconnaissance des diplômes que cela suppose, la Commission européenne se saisit ensuite du problème de la formation, encourageant la mobilité des apprenants, avec pour objectif de créer un immense marché du travail. Le traité de l'Élysée de 1963 tente d'organiser une réconciliation politique entre la France et l'Allemagne, et incite au développement d'échanges scolaires et universitaires, dans un but de compréhension mutuelle. La construction politique que cette démarche initie et la reconnaissance d'un axe franco-allemand déterminant, repose sur la connaissance commune des Européens par un programme favorisant les échanges notamment des plus jeunes. La mise en place de dispositifs comme l'Université franco-allemande, UFA, ou l'Office franco-allemand pour la jeunesse concrétise cette politique, et la mobilité devient aussi un gage de sécurité. Les instruments de facilitation de ces échanges sont donc à la fois économiques, politiques et culturelles. Ces logiques s'articulent dans la réalisation des communautés puis de l'Union européenne. Échanges, coopération et mobilité sont des outils fondamentaux de la construction et de l'intégration européenne. Des politiques concrètes sont mises en place, dont les résultats sont parfois exagérés ou magnifiés. La démarche, après la mise en place du programme Erasmus d'échange et de coopération entre établissements d'enseignement supérieur au sein de l'Union européenne, s'étend à partir de 1999 à l'espace géopolitique du Conseil de l'Europe concerné par le processus de Bologne, puis aux pays partenaires du voisinage de l'Union européenne. Le programme Erasmus, depuis 25 ans, a certes permis à 3 millions d'étudiants de séjourner dans un autre pays que celui de leur établissement d'origine, mais la mobilité étudiante ne se limite pas à ce programme, fort heureusement. Erasmus est devenu un symbole de l'Europe et de la construction d'une citoyenneté européenne, nouvel enjeu, ou nouvelle étape, de la construction européenne. C'est dans cette logique qu'il est nécessaire désormais de réaliser une augmentation des mobilités. Par exemple,
La France prévoit pour 2020 que 20% des étudiants auront réalisé au moins une mobilité, mais aussi un élargissement des catégories de bénéficiaires, selon les âges, les catégories sociales, les types de formation universitaire et professionnelle, etc. La logique d'Erasmus reste bien celle des échanges, de la mise en place de coopération institutionnelle dans le cadre d'une politique européenne. Le processus de Bologne fournit aux établissements des outils d'harmonisation voire de mise en conformité, de normalisation de ces coopérations et échanges et d'installation d'une démarche de qualité parfois contraignante et souvent peu légitimée par les acteurs. Ainsi, cet accord multilatéral non normatif, fondé à partir d'un projet profondément humaniste et inspiré d'un héritage universitaire ancien, aboutit à des réformes souvent profondes des structures et des programmes, voire à un bouleversement des usages et des pratiques, ce qui fait craindre à beaucoup d'acteurs une instrumentalisation à des fins politiques, en particulier pour justifier des restrictions budgétaires ou une marchandisation radicale. La mise en place d'instruments, dont certains paraissent directement inspirés du management des entreprises, renforce l'idée d'une forte relation entre système d'enseignement et économie. Néanmoins, le dispositif Erasmus, devenu en 2014 Erasmus+, ne constitue qu'un accompagnement institutionnel d'un mouvement certainement plus profond, lié à une évolution sociale et culturelle, comme 2004-2009. Ainsi, la mobilité étudiante en Europe n'est pas seulement organisée, incitée, institutionnelle. Un exemple, environ 2200 étudiants bulgares étudiaient en France en 2011. Parmi eux, plus des 3/4 ont eu une démarche individuelle, plus de la moitié est partie étudier en France dès la première année d'études supérieures. Cette majorité d'étudiants est certes mobile, mais dans le cadre de leur stratégie personnelle. Il s'agit, en fonction de ses moyens ou des lieux d'accueil possibles, souvent familiaux, de choisir filière et établissement. D'un autre côté, des établissements français, en particulier des écoles d'ingénieurs réputées, investissent dans des services qui se mobilisent pour admettre des étudiants dès le secondaire. L'enjeu est souvent crucial, vital et bon nombre d'écoles d'ingénieurs françaises ne pourraient subsister sans l'accueil d'étudiants étrangers, en considérant la désaffection massive des jeunes pour les sciences. La mobilité européenne est désormais aussi, souvent une forme de parcours citoyen initiatique, que l'on voyage en Europe ou ailleurs, comme le montre la forte mobilité actuelle vers l'Australie, qui peut être rapprochée du modèle des compagnons ou des étudiants du Moyen Âge. Mais il s'agit aussi, comme dans la majorité des cas des mobilités estudiantines internationales, de prévoir une acquisition de compétences afin d'accroître son capital social et culturel, en poursuivant souvent une stratégie de débouchés, la mobilité permettant d'accroître son capital économique. Dans certaines zones du monde, la mobilité est conditionnée par des contextes géopolitiques complexes, contrariant les volontés de bouger, notamment à cause de problèmes de visa. De cette non-mobilité, découle la e-mobilité, qui se traduit par la naissance, le développement, la pérennité de réseaux internationaux de plus en plus nombreux qui permettent les échanges et renforcent les dispositifs d'apprentissage et la variété des espaces d'apprenance. Carré, 2005. La mobilité ne se réduit ainsi plus seulement aux déplacements géographiques, elle s'ouvre sur des échanges de plus en plus nombreux qui prennent appui sur le numérique et influencent le phénomène de mondialisation. Cette complexité doit être appréciée sans opposer une mobilité européenne organisée et institutionnelle, dont l'enjeu est notamment de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne, à une mobilité individuelle, économiquement raisonnée, dans le cadre d'un marché mondial. Ces deux types extrêmes de mobilité semblent bien coexister au sein de l'Europe comme ailleurs. Et pourtant il ne s'agit pas de la même démarche. Quand un étudiant chinois vient s'inscrire en France ou en Allemagne, la démarche est bien différente de celle d'un étudiant polonais qui fait la même chose. Dans le premier cas, il peut s'agir d'une coopération institutionnelle, mais ce cas de figure est désormais marginal. Globalement, les étudiants sont acteurs d'un marché international de la formation supérieure et choisissent en fonction de critères économiques, de réputation, à partir de prescriptions. Dans le deuxième cas, même lors d'un choix dicté par des critères identiques au cas précédent, les étudiants agissent dans le cadre de leurs droits, de leur citoyenneté européenne. Ces droits sont fondamentaux et changent en profondeur les logiques. Un étudiant polonais peut facilement suivre toutes ses études en Hollande ou en Espagne.
Il peut aussi, ce qui est statistiquement fréquent, rencontrer une Espagnole ou une Hongroise pendant ses études, trouver un emploi en Allemagne, sans avoir à renoncer à son pays, en construisant un parcours européen. On assiste ainsi à des reconfigurations identitaires qui donnent naissance à de nouvelles générations d'Européens, euromobiles. La mobilité étudiante, comme en partie celle de l'emploi ou de la vie sociale, n'installe pas les individus qui ne migrent plus vraiment. Des milliers de jeunes, après leurs études, travaillent dans un autre pays que le leur, mais n'ont pas le sentiment de migrer. Ils restent attachés à leur pays, y retournent, s'y installent de nouveau. La mobilité reste donc toujours une expérience individuelle, à chaque fois singulière, mais également polymorphe dont les effets sont aujourd'hui encore difficilement mesurables. Néanmoins, on constate souvent des effets indirects majeurs tels que le renforcement de la confiance en soi, ou la réussite d'un challenge dans un contexte culturel différent, au sein duquel l'étudiant aura su surmonter un certain nombre de difficultés. Héritière de traditions médiévales souvent mythifiées et induites à la fois par l'évolution des comportements et des possibilités liées à la mondialisation des échanges et des marchés, la mobilité étudiante internationale a évidemment un impact économique, social et culturel qu'il est difficile de mesurer, surtout en prenant en compte l'insertion professionnelle après les études. Il en est de même pour la mobilité professionnelle, dont on peut en particulier identifier certains effets a priori négatifs. Ainsi, les médecins roumains ou bulgares, francophones, vont chercher de meilleurs salaires en France en particulier, où ils s'installent souvent dans les zones rurales démunies de praticiens, tout en participant à l'appauvrissement de leur pays d'origine. Les mobilités étudiantes antérieures dans la formation médicale contribuent évidemment à aggraver cette situation, induite aussi par le système français du numerus clausus, au point où plusieurs centaines de jeunes Français tentent désormais d'obtenir un diplôme de médecin en Roumanie, au sein d'universités de médecine qui proposent des cycles d'études en langue française. Ces situations sont logiques avec le développement des mobilités, en particulier européennes, et il fallait s'attendre à ce que la généralisation du processus de Bologne aboutisse à une remise en question de certains systèmes nationaux. La mobilité étudiante européenne a donc des effets contradictoires. D'un côté, les échanges participent à l'intégration européenne, d'un autre, ils ne favorisent pas nécessairement la diminution des inégalités entre les pays, en particulier les nouveaux membres de l'Union européenne depuis 2004 et 2007. Autre exemple significatif qui dépasse le cadre de l'UE. Les pays méditerranéens connaissent un fort taux de chômage alors que certaines entreprises ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin. Elles vont alors les chercher dans les pays désormais membres de l'Union européenne. De jeunes chômeurs fuient leur pays pour chercher un Eldorado en Europe, et à contrario, des Européens sont recrutés à des niveaux de salaire et de diplôme supérieurs à ceux correspondant aux besoins des emplois. Ce problème de régulation entraîne des mobilités contrariées et constitue des contraintes pour les économies. On assiste cependant aujourd'hui au phénomène de colocalisation, au travers d'entreprises européennes qui s'installent sur le pourtour méditerranéen, avec comme perspective le partage de la valeur ajoutée conjugué à celui de l'employabilité de la main-d'œuvre locale à son coût effectif. Au contraire, des partenariats originaux se créent, porteurs de mobilité cognitive incluant une adéquation entre compétences requises et acquises, traduisant le rapprochement entre les universités et les entreprises dans une conception commune de l'offre de formation, et reconnaissant les résultats d'apprentissage effectués dans des situations et sur des territoires aux configurations aussi diverses que complexes. Ce dossier de 8 contributions tente de mettre en perspective la diversité du panorama présenté plus haut en abordant les points de vue sociaux, économiques, culturels et institutionnels. Les mobilités étudiantes contribuent à la construction et à l'intégration européenne, comme l'illustre l'exemple de la Slovaquie. Pour les pays des vagues d'adhésion de 2004, 2007 et 2013, l'adhésion au processus de Bologne n'a pas eu le même sens que pour les pays ayant adhéré bien avant, comme Rouet 2011. En effet, les instruments du processus de Bologne ont été considérés dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union européenne, et ainsi très rarement contestés. L'organisation de mobilités étudiantes au sein de l'UE a bien correspondu à une attente et a été possible avec l'évolution des compétences linguistiques des étudiants eux-mêmes, M. Rostekova et Ergoura.
Au sein de l'Union européenne comme, plus largement, de l'espace du processus de Bologne, le développement des mobilités a induit la nécessité du développement d'un système d'information permettant aux étudiants eux-mêmes d'envisager leurs projets. En effet, toutes les mobilités n'ont pas comme cadre celui des coopérations interuniversitaires et s'inscrivent souvent dans un marché des établissements et des formations. Les classements se sont ainsi multipliés, à l'intérieur des pays comme au niveau international. L'Union européenne a bien compris la nécessité de la mise en place d'instruments informatifs pour choisir sa mobilité, M. Bourdon. Au sein des établissements, le processus de Bologne et le développement des mobilités et des échanges ont transformé certaines pratiques, notamment d'accompagnement à distance, et des outils ont été mis en place, en particulier pour orienter les projets des étudiants, des Vinay. Les mobilités étudiantes sont, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, considérées comme des instruments politiques des politiques d'attractivité de nombreux pays. L'exemple de la France et de son dispositif est proposé. Cette forme de diplomatie culturelle a désormais des limites qu'il convient d'analyser, Girouet. L'Union européenne attire les jeunes, en particulier du voisinage européen. L'exemple des jeunes Marocains projetant des études en France est significatif de cette situation, M. Bérény et Bérubi. En effet, les connexions, souvent anciennes, liées à la colonisation ou à des alliances passées, évoluent rapidement entre les mobilités européennes et les espaces voisins. En Afrique, beaucoup d'établissements tentent désormais d'intégrer les instruments du processus de Bologne, J. Bergeron, s'inscrivant ainsi dans un espace mondial de la connaissance et participant aux mobilités internationales. Cet espace du processus de Bologne s'est aussi étendu en Asie centrale comme au Caucase, au sein de l'ancien espace soviétique, impliquant des conséquences sur les mobilités académiques, L. Bidanova, N. Bidanov et N. Mushketova. La dernière contribution du dossier tente d'établir des liens entre innovation et mobilité. Le développement des mobilités serait ainsi une chance d'évolution pour les institutions académiques, CELIPS. La mondialisation de l'enseignement supérieur est évidemment à l'origine de profonds changements des relations sociales et culturelles. Les mobilités étudiantes constituent aussi des manifestations concrètes de stratégies d'acteurs, de contournement de difficultés institutionnelles par exemple, de valorisation personnelle, de recherche de capital symbolique comme d'assouvissement d'un désir d'ailleurs. La mobilité, même devenue assez banale et importante statistiquement, est encore un marqueur identitaire distinctif et les étudiants mettent en perspective leur expérience internationale avec leur trajectoire personnelle et professionnelle. Cette mobilité s'inscrit dans le cadre d'imaginaires spatiaux et participe à la construction d'identités cosmopolites. La mobilité est également la manifestation d'un désir de prise en main de son destin. Les acteurs changent, utilisent ainsi les droits à l'intérieur de l'Union européenne, au moins, et modifient leur rapport aux institutions. Il n'est pas rare qu'une coopération soit induite par le désir d'un étudiant de séjourner dans un autre pays, quelle que soit sa motivation. Enfin, ces mobilités induisent de nouveaux savoirs dans un cadre différent désormais des mobilités sociales. Reste à comprendre ce que l'internationalisation de ces mobilités induit, comment l'Europe, construite par ces mobilités, se positionne, du point de vue des citoyens et à travers eux, dans un nouveau rapport au monde. Référence. Carré Philippe. 2005. L'apprenance, vers un nouveau rapport au savoir, Paris, Duno. Comme Thierry. 2004. Mobilité des étudiants en Europe et stratégie de Lisbonne. Quel avenir pourrait l'Union européenne? Bruxelles, Bruylant pp 151-183. Comme Thierry. 2009. Erasmus et la mobilité en Europe, vers un dépassement des frontières. Eurolim, Vol 7, Europe and the Negeburud, Debrecen Oradea, Roumanie, Paul Jean Monnet. Comme Thierry Hérouet Gilles. 2011. Processus de Bologne, construction européenne, politique européenne de voisinage, Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy, Bruxelles, Bruylant. Mobilité et intégration, européenne, l'exemple de la Slovaquie. Radovan Goura et Maria Ros Telkaová. En 2013,
La République slovaque a célébré ses 20 ans d'existence démocratique et a vécu durant cette période une transformation profonde de la société accentuée par l'intégration dans des structures européennes. Dans notre contribution, nous présentons quelques idées sur le défi de la modernisation de notre système éducatif, en y analysant le rôle des programmes de mobilité. L'ambition de la construction européenne ne paraît pas aussi idéaliste en 1951 qu'à la fin du XXe siècle, quand des sages ont pris la décision de faire de l'Union européenne l'économie la plus compétitive du monde. Après plusieurs étapes d'intégration, d'approfondissement et d'élargissement, la mise en place des conditions d'une croissance économique exigeait une reconstruction de l'espace de l'enseignement supérieur. La demande d'internationalisation, disons d'ouverture des études supérieures, est arrivée rapidement. Le processus a provoqué une grande migration d'étudiants et d'enseignants, ainsi que de connaissances qui ont dépassé les frontières nationales et politiques, encourageant autant la coopération que la concurrence et apportant des effets sensibles sur l'enseignement supérieur en Europe. Le savoir est devenu un bien culturel indispensable à la construction européenne. Il s'agissait alors de chercher non plus une seule croissance économique, mais une croissance intelligente, fondée sur la connaissance et l'innovation. L'adhésion à l'UE, selon Gilles Rouet, Rouet-Rostekova 2013 35-36, a permis aux jeunes Slovaques, étudiants ou non, de s'inscrire dans une nouvelle démarche de mobilité. Avant 1989, certains ont migré, se sont installés à l'Ouest en sachant bien que tout retour était impossible. Après 1989 et surtout après 2004, il est devenu possible d'envisager un autre type d'avenir, un parcours européen. Des migrations sont devenues des mobilités, car le retour est non seulement possible, mais envisagé. L'adhésion à l'Union européenne a transformé des étrangers en voisins, d'abord d'Est en Ouest, puis maintenant, doucement, localement, à l'horizon des frontières désormais symboliques. Ainsi, la mobilité en Slovaquie est-elle désormais installée? L'Europe, pour les jeunes Slovaques, est petite, accessible, certainement plus que pour bon nombre de jeunes Français qui hésitent encore à adopter une posture mobile. Il leur reste maintenant à devenir actifs au niveau mondial et à se tenir prêts à entrer sur le marché du travail partout dans le monde. 1. La transformation de l'enseignement supérieur slovaque dans le contexte de son intégration européenne. Il y a 20 ans, la séparation de la Slovaquie et de la République tchèque, négociée entre deux premiers ministres, a été érigée en modèle de divorce pacifique. Pourtant, la Slovaquie n'a pas tardé à s'engager sur une voie divergente de celle de ses voisins tchèques, hongrois ou polonais. Elle a été exclue des premières négociations d'entrée dans l'OTAN et l'UE, non pas à cause des performances économiques, parce que celle-ci aurait pu la qualifier, mais en raison du caractère autoritaire et de nombreux scandales politiques liés à l'exercice du pouvoir par le gouvernement dans la période 1994 à 1998. Après le changement politique issu des élections législatives en 1998, la Slovaquie a déclaré son engagement avec la ferveur du converti sur le chemin européen. Des progrès ont été accomplis dans le sens de la démocratisation des institutions, le respect des droits de l'homme et l'indépendance du système judiciaire. En 2002, le Conseil européen de Copenhague a constaté que la Slovaquie remplissait les conditions d'entrée dans l'Union avec les 9 autres pays candidats. D'autres réformes profondes, notamment à propos des retraites, de la santé et de la fiscalité, ont permis au pays d'intégrer l'UE et l'OTAN en 2004, Ulerova 2012. En décembre 2007, la Slovaquie est entrée dans l'espace Schengen et le 1er janvier 2009, elle a adopté l'euro. La séparation entre la Slovaquie et la Tchéquie en 1993 a eu comme conséquence une répartition déséquilibrée du capital sympathie et de l'image que la Tchécoslovaquie avait à l'Ouest, notamment en France liée par une longue tradition d'échanges culturels, artistiques ou scientifiques, au moins entre 1945 et 1968, Rouet-Rostekova 2013a. Suite à ces événements, la Slovaquie a souffert d'un déficit évident d'image. Si avec l'adhésion à l'UE et l'OTAN, ainsi qu'à d'autres organisations internationales et régionales, la Slovaquie a acquis une nouvelle position sur la scène internationale, elle doit encore faire face aux nouveaux enjeux pour améliorer sa perception à l'étranger, Holubova 2013. Comment, sur ce point,
Les Slovaques voient-ils ce long processus d'intégration après la célébration du 20e anniversaire de l'indépendance de leur pays? D'après Peter Terem 2013, les sentiments de l'époque liés au degré de préparation nécessaire à l'édification d'un nouvel État indépendant ont sensiblement évolué en l'espace de 2 décennies. Si les problèmes auxquels la société doit actuellement faire face nous empêchent peut-être d'exprimer une quelconque satisfaction d'avoir réussi une transformation perçue comme complexe, il ne faut pas sous-estimer le fait que nous appartenons au monde que nous souhaitions rejoindre. La Slovaquie a saisi la chance qui s'offrait à elle. L'a-t-elle totalement saisie? Il est possible d'en débattre indéfiniment, mais les discussions seront toujours empreintes de subjectivité politique et idéologique. Le fait est que la Slovaquie, en tant que membre de l'Union européenne et de l'OTAN, appartient au monde démocratique et possède tous les prérequis nécessaires à une résolution démocratique des problèmes et défis liés à son développement, tant au niveau mondial que régional, étatique ou local. Terem 2013-4. Les changements sociaux intervenus après 1989, induits par le processus de démocratisation de la société, se reflètent également dans le domaine de l'éducation. Les premières mesures législatives, visant principalement à restaurer le pluralisme et la diversité, ont été prises assez rapidement. C'est après que sont venues les questions de la modernisation du système éducatif, et celle de la nécessité de définir les contours des réformes qui résonnent toujours dans la discussion sociale liée à l'éducation. Quant à l'enseignement supérieur, beaucoup de mesures ont été prises immédiatement après la chute du système précédent. Toutefois, c'est surtout avec la signature de la Déclaration de Bologne qu'on peut voir les impacts plus importants de ces efforts. Depuis une décennie, le processus de Bologne est au centre des intérêts de toutes les activités importantes dans le domaine de l'enseignement supérieur slovaque, en mettant l'accent sur la nécessité de préserver la diversité communément perçue comme l'élément de l'attractivité de l'Europe, diversité illustrée par la devise européenne « Unité dans la diversité ». Palkova, 2011-147. Avec ces réformes, la Slovaquie a décidé de faire partie de l'espace européen de l'enseignement supérieur pour améliorer la qualité de l'enseignement, pour son internalisation plus approfondie ou encore pour la meilleure insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, tant intérieur qu'international. Les expériences de l'application de la Déclaration de Bologne montrent bien qu'il s'agit d'un processus assez long, qui exige une attention et une amélioration constante des réformes à tous les niveaux de sa mise en œuvre. Kucherova, Vetrakova, 2011. La transformation de la structure des études en 3 cycles, LMD, en est la meilleure preuve. Elle représente une condition importante du renforcement de la mobilité, mais on peut renverser l'ordre et dire que c'est aussi grâce à la mobilité des étudiants, tant entrants que sortants, que le processus de la transformation du système d'enseignement est devenu plus dynamique. Ici, il faut souligner le fait que les études de type licence représentent un phénomène relativement nouveau pour la société slovaque, car elles n'appartenaient pas du tout à la tradition tchécoslovaque. Cependant, ce n'est pas l'adhésion au processus de Bologne elle-même qui a introduit la licence dans le système d'enseignement en Slovaquie pour la première fois. Déjà, la loi 172/1990 sur les établissements supérieurs posait les bases d'une restructuration du système slovaque. Ce qui est important de signaler, c'est que le système permettait d'effectuer uniquement un cycle indépendant d'études de 3 ans post-baccalauréat. Avant, les études supérieures existaient seulement comme un bloc de 4 ou 5 ou 6 années d'études. À cette époque, la loi ne permettait pas aux étudiants ayant obtenu uniquement un diplôme de licence de poursuivre des études de grade supérieur. Ainsi, la loi ne divisait pas encore les études supérieures en 2 cycles distincts. En réalité, les étudiants étaient obligés de choisir une des options parallèles d'études constituant le modèle binaire, qui fonctionnait sans pont. Par conséquent, il empêchait le développement des études de licence, ce que montre très bien le faible nombre de jeunes intéressés par de telles études. Dans la moitié des années 1990, la loi a été modifiée, pour rendre possible le pont entre le premier et le deuxième cycle des études supérieures. Dès lors, les étudiants ayant obtenu le titre du premier cycle ont eu la possibilité de poursuivre les études de deuxième cycle, sachant que dans cette deuxième étape de transition,
il y avait parallèlement deux formes d'études différentes, c'est-à-dire les études en un seul bloc avec un seul diplôme, et les études de 2 cycles enchaînés où les étudiants obtenaient 2 diplômes pour une longueur d'études similaire. La troisième étape de la réforme structurelle du système de l'enseignement supérieur, au sens où on l'entend aujourd'hui, avec une architecture d'études fondée principalement sur 3 grades universitaires, licence, master et doctorat, a été issue du processus de Bologne et initiée par la loi numéro 172 de 2002. On peut constater qu'aujourd'hui le processus de transformation de la structure de l'enseignement supérieur en Slovaquie, même si la mise en place du premier cycle d'études était assez irrégulière, est vraiment achevée. La Slovaquie est désormais membre à part entière de l'espace européen de l'enseignement supérieur, où la mobilité des étudiants et du personnel joue un rôle crucial. Comme indiqué dans le communiqué de Londres, l'un des éléments centraux du processus de Bologne est la mobilité des personnels, des étudiants et des diplômés, qui favorise le développement personnel, développe la coopération internationale entre les individus et les établissements, renforce la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche et donne de la substance à la dimension européenne. Rapport The Bologna Process, 2009. Ainsi s'enrichit la citoyenneté européenne et se développe l'épanouissement personnel et des compétences, comme la connaissance des langues et la compréhension interculturelle. Ces compétences sont de plus en plus valorisées dans un marché du travail qui s'internationalise toujours plus, et peuvent donc accroître notablement l'employabilité de ces étudiants. C'est grâce au programme Erasmus que l'Europe est le premier espace d'échange et de coopération. Sa notoriété et son succès depuis 1987 en ont fait l'outil privilégié pour développer la mobilité. L'expérience acquise dans le cadre de ce programme en termes d'organisation des périodes de mobilité, de formalisation et de reconnaissance des acquis, sert parfois de modèle pour développer et structurer les coopérations extra-européennes. Le programme s'ouvre désormais aux pays de l'AE, aux pays candidats à l'UE, aux États balkaniques et à l'Euro-Méditerranée à l'horizon 2014 et il est exporté et transféré dans le monde. Dans son interview, intitulée « 25 ans d'Erasmus », un programme ciment de la construction européenne, Antoine Godbert, 2012, déclare que les politiques européennes dans leur ensemble sont régulièrement remises en cause, mais le programme est un succès non démenti depuis 25 ans. Ce programme, c'est ce que l'on aimerait que l'Europe soit, à la fois adaptable, Erasmus Mundus ou Erasmus Stage, et ouverte. L'importance de la mobilité Erasmus a été significative non seulement pour les étudiants partis à l'étranger pour un semestre d'études ou un stage de formation, mais aussi, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, pour le développement des systèmes universitaires, pour l'harmonisation de l'architecture du système d'études ou encore l'ouverture à l'international des établissements d'enseignement supérieur, ce qui était notamment le cas de la Slovaquie comme d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Cependant, il ne faut pas oublier d'autres programmes de mobilité, où la Slovaquie est particulièrement concernée, notamment l'IVF, International Visegrad Fund, et le CEPUS, Central European Exchange Programme for University Studies, qui méritent également d'être analysés dans notre texte. 2. Importance de la mobilité Erasmus pour les étudiants slovaques. La Commission européenne a déclaré dans un communiqué de presse, publié le 8 mai 2012, que Erasmus était à la fois le plus connu des programmes européens et le système d'échange d'étudiants qui rencontre le plus de succès au monde. Plus de 231 000 étudiants ont obtenu une bourse Erasmus pour étudier ou se former à l'étranger au cours de l'année universitaire 2010 à 2011, ce qui constitue un nouveau record et une augmentation de 8,5% par rapport à l'année précédente, Commission européenne 2012. En Slovaquie, on peut constater une augmentation constante du nombre des étudiants effectuant leur mobilité Erasmus dans les pays européens, confère. Tableau numéro 1. Désormais, il faut également tenir compte des étudiants qui réalisent un stage dans le cadre des programmes Erasmus, confère. Tableau numéro 2. Ainsi, la Commission européenne constate dans le même communiqué qu'un étudiant Erasmus sur 6 a choisi cette option, ce qui montre une évolution de 15% de plus qu'en 2009 à 2010. Cet optimisme doit être modéré par la prise en compte de l'évolution du pourcentage des étudiants Erasmus
par rapport au nombre total des étudiants slovaques. Le tableau numéro 3 montre qu'il n'est que de 1,05%. Il faut aussi dire que ce chiffre correspond à la moyenne européenne d'un État membre de l'Union européenne. Pour la France par exemple, ce taux représente 1,4%, pour la Bulgarie moins de 1%. Tableau numéro 1. Nombre d'étudiants dans le cadre du programme Erasmus en Slovaquie. Source: Commission européenne. Tableau numéro 2. Nombre d'étudiants dans le cadre du programme Erasmus Stage pour la Slovaquie. Source: Commission européenne. Toutefois, notre propre expérience est différente. À la faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université Matej Bell de Banská Bystrica, 10% des étudiants en moyenne réalisent une mobilité Erasmus. De plus, les étudiants du pays profitent d'autres possibilités pour réaliser les séjours d'études auprès d'établissements supérieurs à l'étranger comme des bourses nationales ou des bourses des différents gouvernements proposées aux étudiants étrangers. Tableau numéro 3. Évolution du pourcentage des étudiants Erasmus par rapport au nombre total des étudiants slovaques. Source: Commission européenne. Globalement, ce taux d'étudiants Erasmus par rapport au nombre total des étudiants est généralement faible dans les États européens, malgré les efforts des représentations de la Commission européenne au sein des États membres. Naturellement, différents facteurs influencent cette faible présence et les causes sont diverses dans chaque État. Dans tous les pays européens, c'est surtout la contrainte financière qui demeure l'obstacle majeur à la participation au programme Erasmus, comme le montrent plusieurs enquêtes réalisées où une grande partie des étudiants n'ayant pas participé au programme Erasmus affirment qu'il est trop onéreux d'envisager des études à l'étranger, car la bourse accordée est insuffisante pour couvrir les frais encourus. Ceci est confirmé par de nombreuses études nationales. Si la situation diverge selon les pays, mais également selon le lieu de résidence des étudiants, capitale ville moyenne, résidence universitaire logement privé, la Slovaquie fait partie des pays dont les revenus des familles sont bien au-dessous de la moyenne européenne, ce qui a des impacts sur le nombre des étudiants qui peuvent se permettre d'assumer une part importante des frais de séjour à l'étranger. Selon l'agence nationale qui administre le programme Erasmus en Slovaquie, SAAIC, Agence nationale du programme tout au long de la vie Erasmus, l'aspect financier est vraiment le premier obstacle pour les Slovaques, car ce type de séjour n'est pas ciblé pour les étudiants des familles moyennes au sein desquelles les enfants ne sont pas se permettre de s'endetter pour pouvoir étudier à l'étranger, Sprava Slovenskí studenti 2011. Deuxième obstacle, signalé par l'agence nationale, les faibles compétences langagières des étudiants slovaques. On ne peut pas nier ces informations validées au niveau national, mais il est possible de considérer que c'est surtout l'application elle-même du processus de Bologne qui représente un obstacle très important. En effet, certains universitaires n'acceptent pas les examens et l'évaluation des cours effectués au sein d'une université étrangère et obligent les étudiants à repasser des examens slovaques après leur séjour, en particulier dans le cas des cours obligatoires dans les maquettes d'enseignement en Slovaquie. Il ne faut néanmoins pas généraliser. La situation varie d'une université à l'autre et il existe des établissements supérieurs qui acceptent sans problème la validation du semestre entier aux étudiants ayant effectué un séjour à l'étranger. Cependant, les étudiants slovaques eux-mêmes souhaitent de plus en plus explicitement faire un détour par l'étranger pour compléter leur cursus qui exige en retour flexibilité et uniformisation au niveau des établissements universitaires européens. Partir devrait pouvoir reposer sur une procédure simple, tout comme devrait l'être la validation du séjour après retour au pays. En ce qui concerne les compétences langagières des étudiants slovaques, en comparaison avec les autres étudiants européens et d'après plusieurs expériences et missions universitaires réalisées dans les pays de l'Union européenne, nous pensons que les jeunes Slovaques sont bien préparés aux langues étrangères, mais nous pouvons déceler un autre problème lié à leur propre appréciation ou auto-évaluation. Ils ne sont souvent pas conscients d'avoir les compétences langagières suffisantes. Ils ont peu d'expérience avec le milieu international, et ils ont peur d'être confrontés avec les autres. Il convient également de souligner la différence de niveau linguistique en fonction du domaine d'études. Les étudiants en sciences sociales, humaines ou en sciences économiques sont mieux préparés qu'en sciences exactes ou encore en droit. D'un certain point de vue,
C'est assez logique. D'un autre côté, cet état de fait est influencé par la structure des programmes d'études et la place des langues étrangères dans les maquettes. À propos des statistiques concernant le nombre des étudiants effectuant une mobilité Erasmus, il y a un autre phénomène qui mérite d'être analysé. Il s'agit de déséquilibre migratoire qui illustre combien la réciprocité des échanges reste encore un objectif à atteindre. Si toutes les nations européennes ne connaissent pas le même niveau de mobilité, c'est encore plus vrai pour leurs orientations. En fait, la mobilité institutionnalisée dans le cadre du programme Erasmus montre des déséquilibres géographiques assez importants et reflète des préférences très anciennes entre pays. Les principales destinations des étudiants Erasmus français, par exemple, sont depuis longtemps la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne. Les Britanniques préfèrent partir principalement en France, en Espagne et en Allemagne. Ces 4 pays mentionnés représentent les destinations préférées par tous les étudiants européens. Quant aux étudiants britanniques, ils sont généralement assez peu mobiles et apparaissent comme peu tournés vers l'Europe. Sussex Centre for Migration Research 2004, les États-Unis étant leur destination privilégiée. À l'inverse, la Grande-Bretagne est le premier pays destinataire des étudiants de l'Union européenne. Outre la Grande-Bretagne, l'Irlande et dans une moindre mesure l'Espagne accueillent plus d'étudiants qu'ils n'en envoient. Jalad et al. 1996. Les déséquilibres sont inévitables parce que les étudiants peuvent circuler librement et que les règles d'admission comme les frais de scolarité varient énormément d'un pays à l'autre. En Europe, seule la Norvège équilibre ses flux d'étudiants entrants et sortants. Dans le cadre de leurs mobilités Erasmus, les étudiants slovaques sont attirés surtout par les universités tchèques, allemandes, espagnoles, françaises et polonaises. On peut alors constater 2 facteurs d'influence de leur choix. Premièrement, il s'agit des pays visés par tous les étudiants européens, ainsi l'Allemagne, l'Espagne et la France, mais la proximité géographique et les liens historiques jouent également un rôle très important. Depuis longtemps, la Slovaquie fait partie du groupe de pays se présentant essentiellement comme exportateurs, étant donné leur langue dont le statut international est moins important. Si on compare le taux des étudiants slovaques sortants avec le taux des étudiants entrant en Slovaquie, l'année 2009-2010 est significative, car les étudiants slovaques effectuant leur séjour Erasmus à l'étranger représentent le double des étudiants entrants. Cette proportion change d'une année à l'autre en faveur de l'accroissement des étudiants étrangers venant en Slovaquie. Pour les étudiants entrants, la Slovaquie semble surtout attirer les étudiants polonais, espagnols, français, turcs et tchèques. Face à ce déséquilibre de mobilité slovaque, il faut souligner qu'il est encore plus évident si on parle de la mobilité des étudiants en général. La République slovaque est classée parmi les pays ayant le taux le plus élevé d'émigration étudiante. Les étudiants slovaques qui poursuivent leurs études à l'étranger représentent près de 14% en 2009, d'après Eurostat, et le nombre de doctorants slovaques dans les pays de l'UE, cette même année, a augmenté de 366 en 2004 à 1548. Cependant, c'est la République tchèque qui est la destination de 70% du nombre total d'étudiants slovaques effectuant des études à l'étranger. En ce qui concerne le nombre d'étudiants européens faisant des études en Slovaquie, dans la période 2000 à 2010, il est passé de 1560 à 8179. Cette augmentation est encore plus importante pour les doctorants, de 113 à 942 Rouet, Rostekova 2013. Pour autant, comme les étudiants tchèques représentent la moitié de tous les étudiants étrangers en Slovaquie, il faut relativiser ce résultat en particulier en ce qui concerne l'accueil des étudiants de l'Ouest européen. Au regard d'autres aspects de la mobilité Erasmus des étudiants slovaques, les résultats sont plus optimistes. Nous nous appuyons sur les informations issues d'un sondage effectué par l'agence nationale SAIC, Slovak Academic Association for International Cooperation, en coopération avec les enseignants des universités slovaques, Lesakova, Zimko et Farkasova, 2012, qui ont interviewé 395 étudiants dans le réseau des universités nationales ayant participé à Erasmus en 2007-2008. Les étudiants ont répondu à une série de questions, dont nous proposons quelques extraits. Il apparaît que les séjours Erasmus ont un impact plutôt positif pour l'insertion sur le marché de travail,
puisque 80% des étudiants affirment que leur séjour à l'étranger leur a été utile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.